Quelle approche avoir sur les marchés obligataires? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans Enjeu Patrimoine. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Patrimoine Timothée Pubelier. Bonjour Timothée Pubelier. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes gérant senior obligataire chez Ostrum Asset Management. On va essayer de comprendre quelle approche on peut avoir quand on est conseiller en gestion de patrimoine ou épargnant vis-à-vis de la poche obligataire de son portefeuille. Et la première question qu'on peut se poser quand on veut se demander ce qu'il en est de ces investissements obligataires, c'est est-ce que la nomination à la tête de la Réserve fédérale américaine de Kevin Warsh va changer ou a changé déjà la manière dont vous appréhendez les marchés obligataires en ce début d'année, Timothée? Alors en effet, c'est un point extrêmement important. Ça peut être un tournant pour l'économie américaine et donc l'économie mondiale. Donc le 30 janvier dernier, on a Donald Trump qui a nommé à la présidence de la Réserve fédérale américaine Kevin Warsh, et ça fait donc de lui d'un coup l'un des banquiers centraux les plus importants de la planète et une des figures économiques les plus importantes. Kevin Warsh, si le Sénat le confirme, Oui, parce qu'il y a encore cette étape-là. Il a été nommé par Donald Trump, il doit encore être confirmé par le Sénat à l'heure actuelle. Exactement. Ça devrait ne pas être un problème, mais c'est quand même important de le mentionner parce que ça pourrait décaler le calendrier plus qu'annuler les choses. Mais donc, s'il est confirmé, la question qu'on va se demander, c'est est-ce que ça va être un yes man qui va dire absolument oui à tout ce que Donald Trump lui demande? Et donc baisser les taux? Exactement. Ou est-ce qu'il va se battre pour préserver l'indépendance de la Fed? Et pour répondre à cette question, il faut se demander un peu qui est Kevin Warsh, d'où il vient. Et en fait, c'est pas un universitaire, académicien classique. Lui, il vient du monde des banquiers d'affaires, où il a fait une carrière qui a décollé très très vite. Et dès 35 ans, en 2006, il y a le président George W. Bush qui l'a nommé gouverneur, un des gouverneurs de la Fed. Donc c'était un des plus jeunes de l'histoire à ce poste-là. Et quand il était là-bas, donc 2006, c'est pas une date anodine, c'est juste avant la tempête financière de 2008. Et donc il a énormément appris, notamment aux côtés du légendaire Ben Bernanke, et il a aidé à sauver le système financier américain à cette époque-là. D'accord. Dès 2011, il a quitté la Fed pour devenir professeur d'économie à Stanford. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, il a été très critique sur la Fed. Il a été critique sur l'interventionniste. Lui, il aimerait bien se débarrasser des entreprises zombies quand il y a des crises qui arrivent. Il a été très critique sur la régulation des banques. Il pense que c'est pas le rôle de la Fed. Sur la taille du bilan, il n'aime pas le quantitative easing et donc il s'engage un peu à faire du quantitative tightening. Et enfin sur l'inflation, où lui, il aimerait que la Fed soit plus agressive contre l'inflation. Et c'est là où ça va être extrêmement intéressant. Oui, parce que c'est pas forcément ce que prône Donald Trump d'un point de vue politique, pour le coup. Exactement. Donald Trump, il a une feuille de route très claire. Il l'a mis là pas par hasard. Il veut des baisses de taux. Donc les baisses de taux, ça va faire de l'inflation. Le quantitative tightening, donc le resserrement du bilan, ça va durcir les conditions financières. Ça va être compliqué pour les entreprises. Le président américain, je suis pas sûr qu'il aime ça non plus. Et enfin, s'il devait y avoir une crise financière et que des entreprises américaines étaient en danger et que la Fed avait le pouvoir de les sauver, je suis pas sûr qu'il serait ravi de les laisser couler non plus. Kevin Warsh n'est pas encore à la tête de la Fed, mais le gérant obligataire que vous êtes, comment est-ce que vous appréhendez du coup ce qui peut se passer, ce qui peut avoir une incidence sur les marchés obligataires cette année et plutôt en fin d'année? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux façons de voir des choses. La première, c'est où il obéit un peu à Donald Trump et il baisse les taux plus que ce que le marché s'attend. Et donc ça, dans un premier temps, on peut se dire que c'est très bon pour les marchés obligataires. On a les taux directeurs de la Fed qui vont s'écrouler et ils vont entraîner toute la courbe avec eux. Et ce sera bon aussi pour les actions qui vont se financer à moindre coût, etc. Mais par contre, il y a une autre façon de voir les choses. C'est qu'en fait, pour l'économie, ça marche sur la confiance. Un marché, il a besoin d'avoir confiance en une économie. Et la Réserve fédérale, c'est une des clés de voûte de cette confiance. Donc si la Réserve fédérale perd son indépendance et fait ce que le gouvernement lui dit, il va y avoir une perte de cette confiance, une montée de l'incertitude et une montée de la prime à terme qu'exigent les investisseurs obligataires pour prêter de l'argent à cette zone. Donc ça peut faire monter les taux longs, quantifier les courbes, et ça peut être très mauvais pour tout le monde en fait. Et pour les investisseurs européens, est-ce que du coup ça a une incidence particulière? Est-ce que ça fait entrer une concurrence plus grande vis-à-vis peut-être d'investissements obligataires européens? Pour les investisseurs européens, ça peut être intéressant, ça remet la zone euro sur le focus, avec justement cette thématique de confiance. C'est plus clair ce qui se passe en Europe, il y a moins de questions à se poser sur l'indépendance de la Banque centrale européenne, donc on peut avoir un jeu de vases communicantes qui profiterait à l'euro et aux investissements européens en général. Un mot
des montants records de collecte obligataire depuis le début de l'année. Aux États-Unis, les ventes d'obligations investment grade ont dépassé les 200 milliards de dollars en janvier 2026. C'est 12% de plus qu'à la même période l'année dernière. Le secteur technologique, lui, représente une part très élevée. On voit en Europe qu'on a des États qui, eux, annoncent également des montants de levée assez impressionnants également. Est-ce que cette arrivée de dette massive sur les marchés va avoir une incidence sur les cours et sur l'approche qu'on peut avoir de l'obligataire? Alors, c'est un autre point extrêmement important. Et à la fin de l'année dernière, c'était une des grandes inquiétudes des investisseurs obligataires. C'est cette avalanche d'émissions sur le marché primaire obligataire. Est-ce qu'il y allait avoir des investisseurs en face de ça pour venir les acheter? Et sinon, on pourrait avoir une envolée des taux et qui là pourrait être mauvaise pour les obligations, pour les actions, vraiment pour tous les marchés. Donc ça, c'était un gros point d'interrogation. On a eu la chance, entre guillemets, d'avoir des émissions records dès le mois de janvier, aux États-Unis, mais aussi en Europe. En Europe, si on prend souverain plus les entreprises, donc toutes les obligations, on en a eu plus de 360 depuis le début de l'année. Et en termes de volume, on parle de 430 milliards. D'accord. Donc si on veut comparer avec une année classique obligataire européen, on est déjà à 30% de fait, alors qu'on est juste sur un seul mois. C'est vraiment des chiffres à cette semaine. Mais donc, sur un mois et une partie 2 semaines de février, on a déjà fait 30% du programme d'émissions obligataires des entreprises et des pays européens. Donc, c'est très important. Déjà, comment les investisseurs ont réagi? Les investisseurs, ils ont réagi de façon très positive. On était inquiets là-dessus et en fait, ils ont absorbé cette avalanche d'émissions sans aucun problème. Pour rappeler, sur le marché primaire obligataire, c'est quand une entreprise ou un pays veut émettre une obligation pour la première fois, c'est elle qui va dicter les termes. Elle va dicter le taux, elle va dire par exemple, j'ai besoin à 4% sur 5 ans d'emprunter 10 milliards. Et en face de ça, il y a un carnet d'ordre des investisseurs qui va se construire. Et quand un pays veut emprunter 10 milliards, les investisseurs, ils répondent, nous, on est prêt à prêter 100 milliards. Et après, ils se battent pour avoir un prorata de la somme. Donc ça, c'est sur les pays, on peut voir des carnets d'ordre à x10. Sur les entreprises, où c'est toujours moins, mais on avait vu des carnets d'ordre énormes, plutôt de l'ordre de x3,6 pour les financières, x3,4 pour les entreprises non financières. Donc là aussi, c'est énorme. Donc l'appétit, il est intact. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que ces 30% qui sont déjà émis, ils sont plus à émettre par la suite. Bien Donc sûr. il y a un peu de souffle. Un peu de souffle et de clarté. Voilà, c'est une interrogation en moins. Ils savent que cette partie du programme, elle est faite à des termes qui étaient bons pour eux. Donc ils vont avoir moins à faire et vont pouvoir se concentrer sur d'autres sujets. Alors que parfois, ils ne savent pas s'ils vont pouvoir émettre sur des termes intéressants. Est-ce qu'il faut craindre une concurrence entre différentes émissions, que ce soit des entreprises tech qui ont besoin de lever de l'argent pour financer des programmes d'intelligence artificielle, des États, notamment l'État allemand, pour ses projets d'infrastructure? Est-ce qu'il faut craindre une concurrence entre différentes émissions obligataires sur le reste de l'année ou finalement, ce qui s'est passé sur le début du mois de janvier vient rassurer quand même sur le comportement des investisseurs? Alors, ça vient rassurer, mais en effet, tous les secteurs ne sont pas logés à la même enseigne. On a commencé un cycle d'expansion des CAPEX, notamment sur l'IA pour la construction des data centers notamment, qui est absolument vertigineux. On a rarement vu ça dans l'histoire. Même, on peut comparer aux missions Apollo pour aller sur la Lune, qu'on mis en banqueroute la Russie, l'URSS. C'est rien à côté des émissions qui sont en train d'être faites pour financer les data centers. Donc, c'est absolument phénoménal ce qui est en train de se passer en ce moment. L'autre grand game changer, c'est en mars dernier, quand l'Allemagne a annoncé son plan d'infrastructure civile. On parle de 500 milliards sur 12 ans. Donc là aussi, c'est énorme pour l'Allemagne. Ils veulent investir dans le transport, l'énergie, le numérique, le logement ou les hôpitaux. Et c'est combiné à un plan militaire aussi, où là, ils vont acheter des tanks, des frégates. Donc, sur le plan militaire, on va leur reprocher de financer un peu la guerre d'hier, d'acheter plus des tanks et des frégates, plutôt que faire comme l'Ukraine, qui a mis le paquet sur les drones, les nouvelles technologies. Donc, là-dessus, il y a un débat qu'ils sont en train d'adresser. Mais ce qui est vraiment important de dire, c'est que l'Allemagne avait besoin de ce plan. Ils avaient un modèle qui reposait beaucoup sur la chimie, l'automobile. Ils sont en concurrence frontale avec la Chine et les États-Unis sur ce niveau-là, donc ils ont besoin de se réinventer. Et le deuxième point, c'est qu'ils ont les moyens de se réinventer. L'Allemagne, la dette sur PIB, c'est 63%. Donc ils peuvent lever. Ils peuvent lever, là où la moyenne européenne, c'est 88%. Et en France, malheureusement, on est à 117%. Bien sûr. On voit la marge de progression. Donc oui, ils ont des routes et des ponts en mauvais état. Ils ont un problème d'indépendance énergétique. Mais là, ils ont les moyens, la capacité et la volonté.
Donc potentiellement, ils vont aller très fort à ce niveau-là. Donc plus d'émissions, ça va venir soutenir la croissance. Et ça peut être un léger négatif pour les obligations, avec des taux qui accompagneraient à la hausse, une croissance à la hausse. Et donc plus d'émissions, donc plus d'offres qui pourraient impacter les investisseurs. L'investissement obligataire pour les épargnants, très rapidement, reste intéressant en 2026. Évidemment, il faut être sélectif selon les secteurs, selon les entreprises, selon les typologies de risques, mais il y a des opportunités encore sur le marché obligataire. Bien sûr, ce qui est intéressant par rapport aux dernières années, on a eu des taux proches de zéro, c'est qu'aujourd'hui, on part d'un niveau assez élevé. On a des taux anglo-saxons qui sont beaucoup plus élevés que nos taux en Europe. Mais même en Europe, si on prend le taux allemand un peu au-dessus de 2,70, c'est un bon point de départ. Après, si on va sur les entreprises, il y a un spread de crédit à ajouter à ces 2,70. Et donc ça, c'est un coupon régulier qui va arriver et qui, même si la valeur intrinsèque de l'obligation baisse, cette baisse, elle sera amortie par le rendement total de l'obligation. Donc on a un break-even qui peut être assez intéressant. Merci Timothée Pubelier de nous avoir accompagnés dans Enjeu Patrimoine. Je rappelle que vous êtes gérant senior obligataire chez Ostrum Asset Management. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.